Combien de temps j'ai mis avant de maîtriser WordPress ou encore combien de temps j'ai mis avant de réussir à avoir mes premiers clients lorsque j'étais freelance WordPress. Qu'est-ce que je fais et dans quel ordre pour créer un site ou encore qu'est-ce que je pourrais faire pour maximiser la sécurité d'un site sans extension. Autant de questions auxquelles je vais répondre à l'occasion de cette FAQ, la FAQ des 50 000 abonnés, il est jamais trop tard et j'ai également des annonces à vous faire en début de vidéo. La première chose que j'aimerais prendre le temps de faire dans cette vidéo, c'est de vous remercier tout simplement, de vous remercier pour votre présence. Vous êtes vraiment nombreux et je voulais prendre le temps de vous remercier en début de cette vidéo parce que vous êtes en fait, vous vous en rendez sans doute pas compte, vous êtes particulièrement nombreux sur cette chaîne à me suivre. Si on regarde les dernières vidéos de la chaîne, les dernières vidéos cartonnent, on fait beaucoup de vues sur cette chaîne YouTube. Et quand je dis on fait beaucoup de vues, c'est pas seulement à l'échelle de la francophonie, c'est à l'échelle des chaînes WordPress tout court dans le monde. Les vidéos qui font 8000 vues, 10 000 vues, 12 000 vues, c'est pas courant du tout d'avoir une chaîne qui fait forcément autant de vues sur WordPress, encore moins une petite chaîne de 50 000 et quelques abonnés. Et même si cette chaîne était en anglais, ce serait toujours une grosse chaîne WordPress. Donc on a vraiment fait un super travail tous ensemble, grâce à vous du coup qui me regardez, qui êtes nombreux à suivre mes vidéos. Et donc pour tout ça, je vous remercie vraiment de m'accorder votre confiance. J'ai une annonce à vous faire dans ce début de vidéo avant qu'on passe aux différentes questions que vous m'avez posées et que j'ai sélectionnées pour que ce soit intéressant pour le plus grand nombre. Ça fait maintenant plusieurs mois, même 10 mois qu'on travaille sur un gros projet qui va occuper principalement mon année 2024 et il est temps que je vous en parle sur YouTube. Ça fait maintenant plusieurs années que je pense que le marché des hébergeurs et de l'hébergement passe à côté de son potentiel pour vous servir la meilleure plateforme possible pour pouvoir créer et gérer vos sites WordPress, que ce soit en matière de sécurité, de performance, de débugage, c'est-à-dire d'avoir des solutions pour pouvoir résoudre les problèmes que vous rencontrez sur votre site, ou encore en matière de productivité. Et tout ça dans une forme la plus simple et intuitive possible, à l'image finalement des SaaS, des softwares modernes comme on utilise tous les jours au quotidien maintenant, et non pas comme finalement un cPanel qui semble être un logiciel tout droit sorti du début des années 2000. Et ce qui s'est passé il y a environ 10 mois, c'est qu'on a commencé à travailler au sein de WP Origami sur un hébergement next-gen, un hébergement qui serait beaucoup plus que simplement un hébergement pour votre site, mais qui serait une véritable plateforme qui vous fournit justement, qui vous propose tous ces outils, tout ce que je viens de dire, sécurité, performance, etc., pour pouvoir à la fois décupler votre travail ou le faciliter sur certains aspects, bref, faire tout ce que vous propose un tas de logiciels, que ce soit des extensions WordPress des fois, ou des outils comme InstaWP, ManageWP, etc. d'autre part. Bref, tout ça réuni dans une plateforme qui est donc en fait tout simplement votre hébergement. Mais votre hébergement, il est à l'endroit rêvé pour pouvoir vous fournir plus et innover et pas seulement héberger votre site ou vous permettre d'acheter des noms de domaine. Et ce que je viens de vous dire là, c'est la vision qu'on porte avec ce projet. Ce projet s'appelle Copylost et c'est un hébergeur qui va sortir d'ici maintenant seulement quelques semaines. Alors comme je l'ai dit, comme ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, vous êtes un certain nombre à être déjà au courant. J'en ai parlé sur mes différents réseaux sociaux, j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé sur Facebook, dans des groupes, j'en ai parlé sur Telegram, j'en ai également parlé par mail à plusieurs reprises. Mais maintenant, il est temps que tout le monde soit au courant de ce projet qui sera bientôt accessible à tout le monde. Et si vous voulez accéder à ce projet avant les autres et faire partie des premiers utilisateurs historiques de la plateforme Copylost, eh bien vous avez un lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. C'est un lien vers une liste d'attente et vous recevrez un mail d'ici quelques jours, quelques semaines maximum pour pouvoir rentrer dans Copylost et faire partie des premiers utilisateurs. Alors évidemment, je vous en reparlerai très bientôt de Copylost. Je ne vous ai pas encore donné beaucoup de détails, je ne vous ai pas donné toutes les fonctionnalités que vous alliez trouver dans cette plateforme. J'en ai parlé déjà un peu partout sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des informations à droite à gauche, mais je ferai une vidéo dédiée à Copylost pour son lancement sur YouTube. Et je vous ferai évidemment sur cette chaîne des démonstrations. Je vous montrerai comment ça marche, qu'est-ce que vous pouvez trouver, quelles fonctionnalités. Puis je vous donnerai plus d'informations sur le projet évidemment. Est-ce que c'est la fin de WP Origami? Pas vraiment, en tout cas pas aujourd'hui. Mon travail continue, mon travail à travers les formations continue, les vidéos YouTube continuent. Mais il faut que vous sachiez une chose, Copylost, ce projet-là, c'est vraiment le projet de ma vie et c'est plus important que tout le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la chaîne YouTube que vous regardez actuellement, à terme, va devenir la chaîne YouTube de Copylost. Cette chaîne YouTube appartiendra à Copylost, l'hébergement, la plateforme WordPress que je vous ai décrit à l'instant. Et ça, c'est le cas c'est valable pour tout mon travail, à peu de choses près. Donc les autres réseaux sociaux, Instagram, etc. Et donc, effectivement, à terme, WP Origami devrait, si tout se passe bien, disparaître pour laisser place uniquement à Copylost. Alors, au niveau du contenu de la chaîne YouTube, ça ne change pas grand-chose puisque vous allez retrouver toujours des formations, des tutoriels, etc. Donc, en fait, pour vous, ça va être relativement transparent si ce n'est un changement d'ambiance un petit peu en quelque sorte, un changement
d'image de marque, de branding. Vous allez voir Copilust par-ci, Copilust par-là. Et donc naturellement, vous allez en entendre de plus en plus souvent parler. Je ferai pas une vidéo sur Copilust, j'en ferai régulièrement pour parler de nouvelles fonctionnalités, pour vous demander votre avis sur des choses. Bref, on va construire ce projet ensemble parce que l'une des forces de Copilust aussi finalement, c'est d'avoir une communauté WordPress, d'avoir aussi un visage public. Moi, du coup, Alexis FH qui lance ce projet, c'est quelque chose d'assez nouveau pour un hébergeur de se lancer dans un contexte comme celui-là. Et donc, je voudrais en profiter au maximum pour avoir un maximum de vos feedbacks, faire ce projet avec vous. On a déjà plein de fonctionnalités incroyables qui vont sortir dès le début, dès le lancement du projet, des choses que vous n'avez pas forcément vues ailleurs parfois. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on le construise ensemble et vous allez régulièrement me donner votre avis, votre opinion sur les fonctionnalités que vous voudriez avoir dans Copilust, puisqu'on est là justement pour bâtir le projet ensemble et avoir un maximum des fonctionnalités que vous voulez dans le projet, dans votre hébergeur directement. Et une fois que vous allez vous poser sur cette question et que vous allez vous dire attends, qu'est-ce que je veux côté hébergeur directement pour mes sites WordPress, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'idées de choses possibles. Et tout l'intérêt d'avoir lancé ce projet, c'est justement de faire ça. C'est d'innover, c'est d'apporter un maximum de fonctionnalités, un maximum d'opportunités pour vous, de faire des choses vraiment intéressantes, vraiment cool depuis votre hébergeur, de remplacer plein d'autres outils que vous utilisiez peut-être avant, ailleurs, à droite, à gauche. Je vous ai donné des indices juste avant dans la vidéo. Bref, le but, c'est de faire vraiment l'hébergeur, la plateforme WordPress la plus intéressante, la plus pertinente en 2024, 2025, 2026 à l'avenir. Pour WordPress, je veux que ce soit l'hébergeur numéro 1. Restez connectés donc et vous aurez plus d'informations ces prochains jours et ces prochaines semaines. Et là-dessus, je vous propose de passer aux questions que j'ai gardées pour cette FAQ qui me semblait intéressante d'aborder. Et la première question, combien de temps tu as mis avant de maîtriser WordPress ? Est-ce que tu as regardé des formations où c'était à tâtons ? Bonne continuation. Merci pour ta question. Alors, comment est-ce que moi j'ai fait pour maîtriser WordPress ? En fait, j'ai fait comme la majorité d'entre vous qui regardez mes vidéos YouTube, j'ai fait comme vous. J'ai démarré en faisant moi aussi, en regardant des vidéos YouTube. Mais j'ai regardé beaucoup de vidéos, de formations. Et quand je dis des formations, c'est des vidéos YouTube. Et la vérité, c'est que je ne me suis jamais vraiment formé au sens académique du terme. J'ai jamais vraiment pris le temps de rentrer dans des formations, des cursus, quoi que ce soit. J'ai vraiment tout appris tout seul. Tout seul, c'est un bien grand mot. J'ai regardé en fait grâce au contenu d'autres créateurs essentiellement en anglais. Et j'ai appris 1, 2, 3, 5, 10, 15, 50, 100 vidéos. Et puis j'ai appris en faisant mes premiers sites tout seul comme un grand garçon. J'ai fait un premier site, un deuxième site, un troisième site, etc. Et je me rappelle même de mes premiers sites. Évidemment, c'était pas évident du tout. Mes sites, ils étaient comme tout le monde quand c'est les premiers sites, ils étaient pas beaux. Et je faisais vraiment du bricolage. Je me rappelle d'un site e-commerce où je savais pas trop comment j'allais faire pour encaisser du paiement sur mon site. Et l'idée qui m'était venue, c'était d'intégrer un bouton PayPal. J'avais pas conscience que WooCommerce existait. J'avais pas conscience qu'on pouvait faire des formulaires de paiement avec des extensions de formulaires. De manière générale, on peut faire des formulaires qui permettent d'encaisser des paiements, même si c'est pas un truc plus simple que WooCommerce justement. Au contraire, ça faisait vraiment l'affaire. C'est ce dont j'avais besoin à l'époque. Mais je savais pas comment faire et donc j'avais mis un bouton PayPal. Je crois que j'avais récupéré un bouton sur PayPal sans doute et je l'avais intégré sur un site OnePage. Pourquoi OnePage ? Tout simplement parce que c'était mes tout débuts sur WordPress et que j'étais à peine capable de faire finalement un site avec plusieurs pages. Je n'avais pas encore très bien compris comment ça fonctionnait. C'était vraiment du bricolage. Et ça, c'est mes débuts sur WordPress. Et puis de fil en aiguille, à force de faire plein de sites, souvent pour moi, souvent pour mes propres projets, j'ai fini par maîtriser WordPress. On ne maîtrise jamais à 100% WordPress, mais moi aujourd'hui, j'ai plein de failles. Il y a plein de choses que je ne fais pas, que je ne sais pas faire. Mais j'ai en fait une qualité qui est une qualité qui me semble très importante dans WordPress, surtout si vous voulez être un professionnel, c'est une qualité tout simplement d'autonomie, d'indépendance et d'être capable de trouver très rapidement des réponses à ces questions, d'être capable d'apprendre très vite, même si c'est un nouveau sujet, en 1 jour, 2 jours, 3 jours, on torche ce nouveau sujet, on regarde un peu de contenu, on regarde des forums, des groupes, on teste des trucs sur un site de test, on fait crasher son site 1 fois, 2 fois, et puis voilà, on est formé sur un nouveau sujet et puis on va de l'avant comme ça. C'est vraiment comme ça que j'ai appris WordPress. Je pense que les formations, moi-même étant formateur, c'est super intéressant parce que c'est un raccourci. Finalement, ça vous permet d'aller plus vite. Mais du coup, si vous êtes vraiment pas pressé et que vous n'avez pas de projet important là sur le feu et que vous voulez juste prendre le temps d'apprendre WordPress, finalement, vous pouvez faire comme moi à l'époque, il y a des années, c'est-à-dire regarder des vidéos YouTube encore et encore et surtout, faire des sites, c'est le plus important. Deuxième question, combien de temps tu as mis avant d'avoir tes premiers clients en freelance et quelle a été ton expérience là-dessus ? Tu préconises plus le freelance ou la création d'une agence ? Donc là, il y a 2 questions. Combien j'ai mis de temps avant d'avoir mes premiers clients ? Alors, pour ceux qui ne savent pas très bien, je mettrai d'autres vidéos qui apparaîtront des FAQ que j'ai fait avant pour que vous compreniez bien qu'aujourd'hui, je ne suis plus freelance.
Je l'ai été pendant une assez courte période de ma vie, je sais plus, 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça maximum, et encore 2 ans ça me paraît long. Je pense que ça a plutôt été 1 an et demi. J'ai jamais été très très longtemps freelance. Moi, mon métier, en fait, c'est vraiment aujourd'hui d'être créateur de contenu, c'est-à-dire de vous apprendre WordPress. Pas de vous apprendre le métier de freelance WordPress, mais de vous apprendre WordPress. C'est ça que je sais faire. Et comment savoir pour vous si je suis la bonne personne avec qui apprendre? Bah, vous avez juste à regarder mes vidéos et voir si vous aimez ma pédagogie, ma façon de vous enseigner. Mais ça s'est fait très très naturellement. En fait, je me suis lancé en tant que créateur WordPress pour apprendre aux gens WordPress après avoir fait du WordPress pendant, je sais plus, 2-3 ans, un truc comme ça. Et puis, mon métier aujourd'hui, bah, finalement, c'est faire de la formation WordPress en général, de la création de contenu, gérer tout ça, parce qu'il y a plein d'autres choses que vous ne voyez pas. Et puis aujourd'hui, bah, Copilust, ce nouveau projet, cette plateforme, un hébergeur. Je ne suis pas tout seul, hein, on est très très nombreux. Je pilote tout ce projet de manière générale. Ça a tendance ces dernières semaines, ces derniers mois à faire changer un petit peu la nature de mon travail petit à petit. Mais voilà, en tout cas, mon travail tend vers ça. Le freelancing WordPress, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout le temps de faire aujourd'hui. Et on a une formation pour vous apprendre le métier de freelance WordPress chez WP Origami, tout simplement parce que l'année dernière, j'ai fait appel à un freelance, quelqu'un qui était vraiment de terrain et que j'ai embauché directement pour faire la formation. Je me suis permis ensuite, avec mes connaissances, de compléter cette formation en rajoutant moi-même du contenu pour faire une grosse formation assez dense qui dure, je ne sais plus trop, 16 ou 17 heures, un truc comme ça. Mais du coup, on a une formation freelance parce que j'ai fait appel à un freelance en fait à la base. C'est pas directement moi le formateur principal. Donc ça, c'était le petit astérix par rapport à mes conseils sur le freelancing en général. Modulo le fait qu'effectivement, j'ai été freelance au début, au tout début. C'était en 2018-2019, je crois, quelque chose comme ça. Et comment j'ai fait moi pour avoir mes premiers clients? Bah, en fait, c'était allé assez vite. J'ai eu mes premiers clients par mon entourage, tout simplement. Et puis, j'avais fait un peu du growth hacking, comme on disait à l'époque. C'était plus populaire à l'époque qu'aujourd'hui. Mais j'avais ajouté des centaines et même des milliers d'amis sur Facebook grâce à des outils d'automatisation. Et ça me donnait une grosse visibilité sur mon profil sur Facebook à l'époque. Et donc, à un moment, je laissais un petit message pour dire hey, j'ai un créneau de dispo. Au fait, n'hésitez pas. Là, il se trouve qu'il y a vraiment un créneau, vous avez la possibilité d'avoir votre site internet avec moi si jamais vous avez un projet ou vous avez besoin d'un prestataire. Il se trouve que là tout de suite, je suis disponible. En fait, j'étais disponible absolument tout le temps. Mon carnet de commandes n'était absolument pas rempli, mais je disais juste, voilà, là tout de suite, je suis disponible si vous avez besoin d'un site. J'ai un créneau de telle date à telle date, en gros, un truc comme ça, quoi. Et ce petit hack m'avait permis à l'époque d'avoir un premier client, un deuxième client, un troisième client. J'en ai au moins 3 en tête comme ça, 2 surtout. Un troisième qui était via une page Facebook. Je prospectais aussi des pages Facebook à l'époque, des gens qui font tourner leur petite affaire sur des pages Facebook et qui n'ont pas de site. J'avais trouvé aussi un client comme ça. Et puis ensuite avec mon entourage, le réseau, etc. Bref, toutes ces choses-là qu'on vous transmet notamment en formation, je vous donne un peu mon retour d'expérience. Puis l'autre formateur principal, Louis, vous donne un petit peu toutes ces méthodes par rapport à tout ça. Et évidemment, le cercle proche, entourage proche, tout ça, c'est quelque chose de très important quand on démarre de toute façon sa carrière de freelance. Et puis, est-ce que je préconise plus le freelance ou la création d'une agence? C'est pas un vrai choix à faire en vérité, c'est plus une continuité, quelque chose que vous faites. Une agence, vous pouvez faire une agence si vous voulez, mais d'abord ayez de l'expérience tout simplement, sachez ce que c'est que de créer un site internet, faites-le 1 fois, 2 fois, 3 fois. Essayez de voir si vous avez des facilités à faire de l'acquisition client, si vous êtes capable facilement d'obtenir des clients, parce que ça reste le nerf de la guerre, l'acquisition, le fait d'obtenir des clients. Le plus important et le plus difficile pour la plupart des freelances, c'est pas d'apprendre WordPress, c'est le métier, enfin le dossard, le fait d'endosser la responsabilité d'être entrepreneur et donc d'avoir la capacité d'aller chercher des clients. C'est le plus difficile, c'est le plus compliqué. Tout le reste, vous pouvez l'apprendre justement via des formations comme on fait, ou vous pouvez improviser finalement si vous voulez. Mais vous ferez des erreurs et vous apprendrez, vous vous releverez. Mais le plus important, ça reste vraiment d'être capable d'aller trouver des clients. Si vous êtes capable de faire ça, là, vous pouvez vous poser la question dans la continuité de vos premières expériences de freelance, de peut-être du coup monter une agence, déléguer, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait sur le temps court, moyen, long terme, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas quelque chose que vous lancez au début en disant je vais faire une agence. Si vous avez vraiment zéro expérience, ne pensez pas à une agence, faites d'abord au moins une première, une deuxième, une troisième expérience et voyez si vous êtes capable d'obtenir des clients, comment ça se passe et ayez de l'expérience sur le terrain. Après quoi, évidemment, monter une agence, c'est une très bonne idée par ailleurs, il n'y a aucun problème avec ça, c'est juste un projet différent, d'une nature différente que de vouloir être freelance, que de vouloir faire autre chose. Et pourquoi pas? Moi, je ne l'ai pas fait, on a hésité à le faire avec WP Origami, on ne l'a pas fait finalement, mais pourquoi pas? La troisième question, un peu plus technique, mais je trouve intéressant, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je voulais vous parler de quelque chose que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas conscience que vous pouvez faire sur WordPress. La question est la suivante, comment faire une page front-end simplifiée pour un client qui veut faire des posts sur son blog?
En fait, j'ai pris cette question non pas pour vous faire un tutoriel, parce que vous voyez que cette vidéo n'est pas un tutoriel, mais pour vous expliquer que vous pouvez faire un front-end pour votre client. Donc là, on part du principe que vous êtes un freelance et vous faites un site pour votre client et vous voulez lui créer un espace d'administration dans lequel il peut venir ajouter des articles de blog ou gérer 2-3 informations, 2-3 choses sans devoir aller dans le back-office WordPress. Et donc, vous lui créez un peu son propre back-office en quelque sorte, son propre espace d'administration. C'est ce que cette personne appelle une page front-end simplifiée pour un client. Il ne veut pas qu'il aille dans WordPress et qu'il ait peur de WordPress et de tout ça. Et en fait, c'est tout à fait possible, mais peu de gens le font, alors que c'est une excellente idée, surtout vous en tant que freelance, pour vraiment valoriser vos compétences et faire des choses que très peu de freelance font et qui par ailleurs, c'est pas très compliqué à faire. Là, j'ai une extension sous les yeux qui s'appelle Front-End Admin by Dynami Apps. Vous la trouverez très facilement cette extension. C'est un premier exemple d'extension que vous pouvez utiliser pour apprendre à construire justement un back-office très simplifié, beaucoup plus user-friendly pour vos clients. Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place à partir du moment, par exemple, où vous êtes webmaster. Si vous êtes webmaster et que votre client a doit quand même se connecter à son site, gérer des choses, etc., ou il veut venir publier un article de blog, ce genre de choses, vous pouvez mettre en place un espace comme ça peut être assez intéressant. Voilà, mais en tout cas, ayez conscience que c'est possible et si vous ne saviez pas que c'était possible, eh bien peut-être formez-vous à ça parce que c'est pas très compliqué à faire et c'est vraiment une nouvelle compétence à ajouter dans vos compétences. Quatrième question, peux-tu nous expliquer ton workflow avant d'attaquer un site WordPress s'il te plaît? Comment tu t'inspires pour les fontes, les couleurs, la mise en page, avec quels outils tu travailles, etc. Merci. Alors, la question peut être très vaste et en vrai, elle peut être traitée en 10 minutes ou en 45 minutes. Donc moi, je vais la traiter plutôt en quelques minutes. Donc, je ne vais pas répondre en long, en large en travers cette question. Je vais juste prendre de manière générale le workflow. Qu'est-ce que je fais, dans quel ordre pour penser le fait que j'attaque un projet WordPress? Qu'est-ce que je fais, dans quel ordre? Alors, c'est pas compliqué. Alors, je vais souvent utiliser du jargon. Je vais jargonner un petit peu. C'est des termes qui sont issus de la manière dont des expériences de vie, de la manière dont je travaille ou de la manière dont je vois les choses. Donc, des fois, là, le premier terme que je vais utiliser, c'est Conversion Event. Ça, c'est la première étape par laquelle je passe pour penser à un site WordPress. Mais qu'est-ce que ça veut dire une Conversion Event? C'est juste un événement de conversion. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui a fait de la publicité pendant plusieurs années qui peut avoir le réflexe de penser comme ça. Mais dit plus simplement, c'est quel est l'objectif de votre site? Donc ça, c'est la première étape. Quel est l'objectif de votre site? Parce que de ça découle tout le reste. Un site n'existe pas juste pour le principe d'exister. C'est pas vraiment une carte de visite, encore que ça peut être l'objectif de votre site, mais c'est à vous de le déterminer. C'est pas juste une carte de visite statique comme ça. En général, un site, c'est un truc un peu vivant, si vous voulez. Et le but, c'est d'amener les gens qui vont sur ce site vers un objectif précis. Ça peut être un appel, une réservation, une vente, un email capturé, peu importe. Mais il y a un objectif principal sur le site. Et c'est intéressant de le penser en première étape parce que ça permet vraiment de faire que tout le reste découle de ça de manière logique, un peu comme un toboggan qui glisse jusqu'à la conclusion finale logique, ce qu'on appelle en fait un entonnoir de vente en marketing de manière générale. Donc première étape, pensez toujours à ce conversion event, donc l'événement de conversion, l'objectif du site. La deuxième étape naturelle de ça qui en découle, c'est la carte du site, le sitemap en anglais, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il y aurait du jargonnage. La carte du site, c'est la structure du site, quelle page il va y avoir. La sitemap, ça vient pour moi après l'événement de conversion, puisque encore une fois, on crée le plan du site à partir de l'objectif du site. Donc d'abord l'objectif, ensuite le plan du site, qu'est-ce qu'on met comme page, quelle page, comment, etc., comment on structure le site, quoi. Est-ce qu'on fait une page à propos, à quoi servent chacune des pages, quel est le but de chacune de ces pages, etc. Ensuite, l'étape d'après, pour moi, je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, je vous dis comment moi je travaille. C'est absolument toujours l'étape d'après le plan de site, le wireframe. Donc le wireframe, c'est la charpente du site. C'est le moment où vous prenez le temps de faire un site, mais uniquement en noir et blanc, sans couleur, sans police, sans hiérarchie visuelle très avancée. Alors il y a toujours un petit peu de hiérarchie visuelle quand même, parce qu'il peut y avoir le paragraphe, un pâté de texte et puis un titre au-dessus, etc. Donc il y a quand même une hiérarchie visuelle un petit peu. Vous mettez en fait à la place de mettre du texte, vous mettez du lorem ipsum. Pareil pour les titres, vous mettez du lorem ipsum. Les images, vous mettez juste des placeholders, c'est-à-dire des images de remplissage. Vous mettez la même image vide partout en fait. L'idée c'est juste de voir un peu l'ossature ou la charpente, l'image que vous préférez du site, et de voir comment il est construit de manière générale. Chacune des pages, vous les créez en fait, mais vous faites juste un truc en noir et blanc, basique, sans style, sans couleur, sans police, sans image, sans rien. Le plus vide possible, mais vous avez au moins la structure du site. Et ça peut être une étape d'ailleurs intéressante vis-à-vis de votre client. Ça vous permettrait peut-être de communiquer, de valider ce que vous faites dans une étape intermédiaire plutôt que de foncer tête baissée vers le site, le résultat final. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un wireframe. Une fois que j'ai le wireframe, c'est en général à ce moment-là, mais en fonction de la nature du projet, des fois j'ai ces informations avant le wireframe. Ça peut
mais j'ai les couleurs, les polices, les images. Donc les couleurs, on réfléchit. Alors il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. Ça dépend si c'est votre projet, pas votre projet, etc. pour les couleurs. Donc il y aurait plein de choses à dire. Mais il y a un moment ou un autre où vous avez la palette de couleurs avec laquelle vous allez travailler sur l'ensemble du site. Souvent il y a une couleur principale et une couleur d'accentuation / tout ce qui est call to action, les boutons, etc. Les éléments avec lesquels on peut interagir sur votre site, vous les mettez en avant avec une couleur précise. Et ensuite le reste du site, il y a une couleur que vous utilisez à travers tout le site, couleur principale. Voilà, il faudrait s'attarder sur les couleurs après, mais je ne vais pas le faire, je vais passer à la suite. Ça, c'est les couleurs. Les polices, souvent, je vais sur Google Font. Ça me permet de voir avec quelle police je veux travailler en faisant une recherche à partir de là-bas. Je suis quasiment tout le temps sur Google Font. Puis les images, donc là, ça dépend du projet, vos images, pas vos images, etc. Ensuite, là, vous ajoutez du texte. Donc là, voilà, j'ai couleur, police, image, texte. Et la dernière étape, c'est l'habillage. C'est un peu l'étape magique qui fait que votre site, il est vraiment canon. L'habillage, c'est le moment où vous allez rajouter des formes de séparation entre vos sections. C'est le moment où vous allez rajouter des petits twists visuels. Là, je vais mettre des petits séparateurs, des petites barres de couleurs à ce moment-là. Ici, je vais mettre des icônes régulièrement qui reviennent pour vous donner un peu de style. Là, au niveau du fond de ma section, je vais mettre une image, quelque chose qui apparaît dans le fond, qui va habiller justement un petit peu le site. Et en fait, vous faites ce travail-là d'habillage. À la fin, et normalement, entre avant et après l'habillage, il y a une vraie différence dans la valeur perçue du site internet, où on passe d'un site un peu banal, quoique peut-être déjà professionnel ou fait correctement, à un site qui peut être vraiment canon, ou en tout cas un site vraiment plus pro, qui en jette un peu plus, ou là où on se dit, ok, j'ai fait appel à un professionnel, ou si c'est votre site, vraiment mon site il est beau. Des fois ça joue vraiment, le fait que votre site soit beau, ça joue à des petits détails en fait. C'est des petits trucs que vous ajoutez à la fin, des petits détails que vous ajoutez sur les côtés, sur les bords, etc. qui fait que vraiment l'ensemble est vraiment plus intéressant et votre site sera plus mémorable. La dernière question que j'ai gardée pour cette FAQ, comment sécuriser manuellement au mieux son site WordPress et WP Admin sans l'utilisation de plugins. Alors, j'ai décidé de prendre cette question et de jouer le jeu. L'idée, c'est de ne pas installer d'extension de sécurité, mais de voir quand même comment est-ce que je peux maximiser la sécurité de mon site, la maximiser quand même, hein. Pas juste faire le 20-80 comme j'en parle souvent, mais non, vous dites j'ai essayé de faire le maximum. Qu'est-ce que je peux faire au maximum, mais je ne veux pas installer d'extension en rapport avec la sécurité. Je me suis posé 5 minutes du coup pour vous noter une liste d'actions qui me semblent intéressantes pour répondre à cette question-là. On est parti. Sachez par ailleurs que tout ce qui est un petit peu, je vais vous donner des exemples, vous avez des extensions de sécurité qui vous permettent de changer les préfixes de vos tables de votre base de données ou de changer le /wp-admin par autre chose. Vous avez plein de petites actions des fois comme ça à travers vos extensions de sécurité. Sachez que de manière générale, tout ça, on est plus sur du bouchage de petits tuyaux ou de petits trucs, mais c'est extrêmement marginal, ça aura très peu d'incidence sur la sécurité de votre site de manière générale. Si vous voulez vraiment mettre votre site en sécurité, ces trucs-là, on les fait parce que ça fait partie d'un tout de couteau suisse, d'une extension de sécurité qu'on installe et donc on active tout ce qu'on peut, etc. Mais si vous devez vous concentrer sur l'essentiel, même en maximisant, mais si on se concentre quand même sur l'essentiel, sur les trucs les plus utiles, ces trucs-là, concrètement, ça ne va pas vraiment beaucoup plus mettre votre site en sécurité, ça reste très marginal. Je tiens quand même à préciser évidemment que je ne suis pas un expert du tout en cybersécurité. Je suis simplement là pour vous vulgariser, mais je vous vulgarise du travail finalement d'expert en quelque sorte, puisque en général quand moi je dis quelque chose, c'est que je l'ai appris quelque part, je l'ai expérimenté, etc. Donc voilà. Mais gardez à l'esprit que je ne suis pas un expert en cybersécurité et qu'on peut toujours aller plus loin dans ce sujet. Et être plus précis aussi dans les conseils que je peux vous donner, etc. si on faisait intervenir un professionnel de sécurité sur la chaîne par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La première chose, c'est d'installer le moins d'extensions possible. Ça, c'est le conseil primordial, puisque plus vous avez d'extensions d'installer, plus vous avez de failles de sécurité potentielles ou d'ennuis qui pourraient vous arriver sur votre site un jour. Donc ça, c'est vraiment primordial. C'est la première chose à faire. Donc, n'hésitez pas même à désinstaller des trucs si vous le pouvez. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier vos extensions, ce que vous installez. Installez que des trucs fiables. Nous, on n'est pas là pour prendre des risques. Prenez le moins de risques possible et utilisez uniquement des extensions qui sont des extensions populaires avec beaucoup d'avis clients, qui sont des extensions qui sont régulièrement mises à jour. Quand je dis populaire, vous voyez qu'il y a beaucoup d'installations actives. Bref, ne prenez pas de risques, ça peut faire une grosse différence là aussi sur ce que vous installez et les problèmes que vous pouvez avoir. Donc extension fiable, très important. Ensuite, gardez toujours à jour évidemment tout ce qui est extension, thème, WordPress et PHP. Tout ça, ça compte. Même PHP a des failles de sécurité si vous laissez des vieilles versions de PHP sur votre site. Donc, mettez tout à jour, gardez tout le plus frais possible. Ça, là déjà, tout ce que je viens de vous dire là, vous avez déjà fait une grosse partie du taf. Mais on va aller plus loin évidemment.
Ensuite, vous pourriez avoir un firewall, plutôt côté serveur, ou en tout cas niveau DNS. Vous connaissez peut-être le service qui s'appelle Cloudflare, qui est justement un firewall que vous pouvez installer à un niveau DNS. Donc en gros, c'est quelque chose qui va surveiller le trafic entrant sur votre site avant même qu'il arrive sur votre site. La différence avec une extension de sécurité, c'est que quand vous le faites via une extension de sécurité, votre trafic, il est quand même arrivé à votre site et ensuite l'extension de sécurité fait son taf. Là, quand on parle d'un firewall au niveau des DNS, enfin de votre DNS, du coup, le trafic il est surveillé et checké et filtré avant d'arriver sur votre site. Donc ça fait quand même une différence qui est non négligeable. Et vous pouvez installer l'un des firewalls les plus connus au monde aujourd'hui sur Internet qui s'appelle Cloudflare. Et là, du coup, ça ne demande pas d'extension. Donc, c'est une possibilité, c'est quelque chose que vous pourriez vouloir faire par défaut et qui me semble intéressant. Par ailleurs, point suivant, un bon hébergeur, c'est important, notamment parce que déjà, ce que je viens de vous dire là, Cloudflare, ça peut déjà être installé par votre hébergeur directement. C'est ce qu'on va faire notamment chez Copylost. On aura déjà notre infrastructure branchée sur Cloudflare. Vous n'aurez pas à faire ce que je viens de vous dire là juste avant. Entre autres, hein, on n'est pas les seuls à le faire. Vous avez d'autres hébergeurs, notamment Kinstat, WP Engine, ce genre d'hébergeurs haut de gamme font aussi souvent Cloudflare est déjà dessus, pas que hein, d'ailleurs. Et puis, par ailleurs, le fait d'avoir un environnement fermé pour vous protéger un peu des autres sites, des autres clients de l'hébergeur que vous utilisez, ça peut être un point très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous êtes dans un hébergement mutualisé, eh bien en fait, vous êtes à un moment dans une espèce de gigantesque colocation finalement, avec plein de sites qui sont dans la colocation. Et si jamais il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi dans votre colocation, bah, ça se répercute sur tout le monde, tous ceux qui vivent à l'intérieur. Ça, c'est le principe d'un hébergement mutualisé. Et donc, un hébergement mutualisé, par défaut, c'est pas là où vous serez le plus en sécurité. Si vraiment vous voulez maximiser la sécurité, sans extension, ça, c'est un point important. S'assurer d'être dans un environnement fermé. Donc, ça va être le cas de tout ce qui est VPS, hébergeur dédié ou cloud, par exemple. Tout ça, ça va être le cas, ce qui n'est pas le cas d'un hébergeur mutualisé. Donc, ça peut être un point important. Enfin, il me reste 3 points. Le premier point, c'est les sauvegardes. Donc là, on a dit pas d'extension, mais bon, j'imagine que vous avez quand même une extension de sauvegarde en place. Mais sachez que vous avez aussi des sauvegardes côté hébergeur, toujours, normalement toujours en place. Et donc, ça, il faut le garder à l'esprit. Ça fait partie de votre master plan pour que votre site soit en sécurité. Gardez-le à l'esprit et assurez-vous d'avoir des backups et de voir où elle est, comment ça marche, etc. J'ai noté également la possibilité d'ajouter un firewall au niveau de votre HT Access. Vous pouvez ajouter des règles de firewall. Juste ici, il y a notamment un firewall qui est assez connu, dont tout le monde parle en ce moment, qui vient de sortir, qui est le 8G Firewall, le firewall 8G, qui a été créé par quelqu'un de très actif dans la communauté WordPress. Et il a créé un ensemble de règles que vous avez juste à copier-coller. Vous copiez ça, vous allez le coller dans votre fichier qui s'appelle .htaccess sur votre site et ça va vous permettre d'être encore un peu plus en sécurité. Et là aussi, il n'y a pas d'extension WordPress. Vous pouvez le faire via une extension par ailleurs, elle s'appelle Barbecue Firewall, même si c'est apparemment de ce que j'ai lu, pas exactement la même chose que quand vous l'installez vous-même dans votre htaccess, mais c'est quasiment la même chose. Donc soit l'extension Barbecue Firewall, soit vous installez ça vous-même, vous copiez-collez votre code dans votre fichier .htaccess et là pareil, une nouvelle sécurité, une sécurité supplémentaire sur votre site tout simplement. Dernier point que je voulais voir avec vous, ce qu'on appelle les patchs virtuels, les vPatch. C'est quelque chose que vous pouvez installer via un service qui s'appelle PatchStack. Qu'est-ce que c'est qu'un vPatch? L'idée, c'est de pouvoir protéger votre site si jamais il y a une faille de sécurité sur une extension et que cette extension n'a pas encore de mise à jour de la part des développeurs pour boucher cette faille, pour réparer cette faille-là. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire et vous êtes toujours exposé à cette faille tant que les développeurs ne font pas quelque chose. Eh bien, les patchs virtuels, ça sert à ça. PatchStack, typiquement, dès qu'il y a une faille de sécurité sur quelque chose qui n'a pas encore été corrigé par les développeurs, il vient et il bouche le trou directement en mettant un patch virtuel. Donc, le code est installé à la volée. Vous n'avez absolument rien à faire en fait. Ça s'appelle les patchs virtuels. PatchStack permet de faire ça. Je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus trop, si PatchStack, on peut se débrouiller pour l'installer sans passer par une extension. J'imagine qu'on peut juste glisser le code, soit code snippets ou directement en allant dans les fichiers WordPress. Je ne suis pas sûr, je ne me rappelle pas parce que la dernière fois que j'ai installé PatchStack, c'était via d'autres extensions, je ne l'ai jamais fait en direct. Il me semble que c'est possible d'installer et de configurer PatchStack sans le faire via une extension WordPress. Donc avec tout ça, ça fait une liste de beaucoup de choses que vous pouvez faire pour maximiser la sécurité de votre site WordPress sans mettre d'extension de sécurité. Ainsi s'achève cette vidéo, cette FAQ. Si jamais ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans l'espace commentaires juste sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions aussi, j'irai voir un petit peu tout ça.
N'oubliez pas le lien vers la liste d'attente pour Copilhost, la plateforme Copilhost. Je vous en reparle très prochainement sur cette chaîne. Et évidemment, je vais vous montrer tout ça. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en liste d'attente si ça vous intéresse. Et puis, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress. Si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, n'hésitez pas. Vous trouverez plein de formations. Le lien se trouve dans la description. Des formations pour apprendre à devenir freelance, des formations WordPress, formations e-commerce, WooCommerce, restaurant, espace membre. Tout ça se trouve dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!